Oui. Alors, est-ce qu'il y a un hashtag de l'événement? Alors, traditionnellement, je crois que des fois, alors on peut dire, je crois que c'est hashtag convention Amarc, voilà. Et Amarc, c'est A-M-A-R-C, voilà. Euh, du coup, je vais inviter du coup Frédéric Galliat et Guillaume Daboville à me rejoindre sur cette belle scène. Merci à tous deux d'être venus dans des agendas qui sont effectivement. Hop. Là, je vais me mettre de côté, moi. Voilà, c'est sur toi que ça tombe d'être au milieu. Euh, D'être venu avec des agendas chargés, voilà, je le sais. En plus, il y a pas mal de déplacements. La période de début d'année est souvent dense, donc merci de vous être libérés. Merci aussi de vous être prêtés au jeu de la préparation. Voilà, on a eu la chance de pouvoir déjeuner la semaine dernière dans un lieu fort sympathique, une bonne petite adresse qu'on pourra vous donner si vous voulez, au niveau de la défense. Euh, on a pu effectivement préparer les échanges sur justement quel pouvait être le regard de dirigeants d'univers assez divers. On aura l'occasion à travers vos témoignages de le comprendre assez vite. On parlera de restauration dans un camp, on parlera de restauration dans un autre camp, puisque une des conclusions que vous aviez partagées, c'est que quelque part l'un est peut-être sur la restauration des corps et l'autre aussi un petit peu, et puis aussi la restauration de la dignité, puisqu'on a deux univers différents. La restauration que je dirais de manière très maladroite, peut-être collective, je crois sociale, c'était le terme qui avait été utilisé. Pour beaucoup d'entre vous, si vous déjeunez à midi, c'est grâce à Elior, et notamment grâce à Elior Entreprise. Et puis Enfants du Mékong, qui est peut-être moins connu du grand public et de vous tous, qui est une association qui a 65 ans, je crois, d'histoire, et qui se met au service des plus pauvres, avec une spécificité peut-être, c'est qu'elle a été créée dans les pays d'Asie du Sud-Est, et donc voilà, le Mékong, ça va être 7 pays, dont le Cambodge, la Thaïlande, et puis je vais oublier les autres, donc je ne vais pas m'y risquer. Et donc voilà, c'est ces deux expériences qu'on va pouvoir nourrir un échange qu'on a évalué sur 35-40 minutes, suivi de questions-réponses. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à préparer vos questions, à les faire tomber sur la plateforme. Et puis une fois de plus, merci de votre venue. Et puis on va peut-être démarrer de manière assez simple. Je crois que Jean Pruvot, qui est lexicologue et qui était à votre place lors de notre dernière convention, nous rappelait cette phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc je ne vais pas vous demander la définition du livret sur ce que peut être le dirigeant, mais peut-être Frédéric, voilà, si en quelques mots, tu avais une vision personnelle, une définition peut-être personnelle du dirigeant, peut-être de sa mission, de sa spécificité. Oui, on peut enfoncer une porte ouverte. Un dirigeant, effectivement, il est là pour être garant du développement et de la pérennité de l'entreprise qu'on lui a confiée. Une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, mais en fait, on n'a pas dit grand-chose. Moi, j'ai plutôt envie d'insister sur les conditions d'atteinte de cette pérennité, de ce développement. Et c'est vrai que pour moi, le premier rôle tel que moi je l'endosse, c'est vraiment d'avoir, une fois que le cap est fixé, il a été fixé en général collectivement, avec le comité de direction, avec les actionnaires, c'est de tenir le cap. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de garder le rythme, et que c'est vraiment le sujet pour moi, premier du dirigeant. Et dans une période comme on vient de la vivre, et je pense que vous êtes les représentants de nombreuses entreprises ou organisations qui ont traversé cette crise sanitaire, on doit garder le rythme malgré tous les événements extérieurs qui peuvent se présenter. Moi, j'ai l'exemple en tête de ce qu'on a fait chez Elior, qui était vraiment à l'horizon de cette crise, de transformer profondément nos offres de restauration, nos offres de services. Et donc, on a plein d'idées, on travaille, on jette tout ça sur la table, et puis tout d'un coup, il y a un certain nombre d'événements qui viennent se présenter et qui font qu'on a toutes les bonnes raisons de procrastiner, de se dire qu'il faut reporter, qu'on n'est pas prêt, qu'il ne faut pas bouleverser les équipes à ce moment-là. Et je pense que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut arriver à garder le cap, gérer le tempo, savoir accélérer, savoir freiner. Ça, c'est un premier élément pour moi extrêmement important du dirigeant. Tu compléteras peut-être tout à l'heure, Guillaume, mais le deuxième point, c'est toujours avoir à l'esprit de bien allouer les bonnes ressources pour tenir ce cap. On doit, une fois que le cap est fixé, une fois qu'on a exactement l'objectif de défini,
Il faut arriver à allouer les bonnes ressources. Les ressources, c'est pas évidemment pas que des ressources financières. C'est toujours s'assurer que les équipes sont focus et qu'on a bien the right man at the right place, comme on dit, à tout instant et quels que soient les événements qui peuvent se passer. Et puis, moi j'ai envie de dire que le troisième point, c'est évidemment de manager. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'échange, mais il faut embarquer et il faut s'assurer du collectif. Si je devais synthétiser, j'ai envie de dire que oui, il y a l'objectif. Le rôle du dirigeant, c'est toujours l'avoir objectif en tête, ne jamais perdre de vue, de savoir qu'il y a sûrement plusieurs virages à faire et que la ligne droite n'est jamais le meilleur chemin pour atteindre son objectif. Et que les deux conditions majeures, c'est de s'assurer, et notamment dans des entreprises comme Elior, où on gère un grand nombre de populations de collaborateurs, on est un peu plus de 7000, on a beaucoup de salariés qui ont très peu de bagages, hein, qui sont vraiment au premier niveau de l'échelle, qui ont peu fait d'études, qui ont vraiment forgé leur carrière à la force du poignet. C'est de se concentrer sur le fait qu'ils sont toujours dans une forme de bien-être, de qualité, pour être focus sur leur rôle dans l'entreprise. Parce que c'est ça qui va permettre d'engendrer derrière la satisfaction des clients. Et c'est la première chose que percevra le client, c'est si le collaborateur qui le sert, si le collaborateur qui a cuisiné l'a fait dans le bon sens et avec le bon esprit, il va le ressentir en termes de service. Et donc, bien-être du collaborateur, satisfaction du client. Et puis au bout, le résultat, ça sera l'objectif fixé, qui est évidemment la profitabilité et la pérennité. Mais si on garde l'œil que fixé sur la profitabilité, qu'on ne pense pas aux conditions pour l'atteindre, on ratera l'objectif. Par rapport à ce rôle justement du dirigeant, Guillaume, je te voyais sourire, est-ce qu'il y a une spécificité peut-être également dans l'univers des associations, notamment ouvertes et au service du plus pauvre ? Oui, alors, pardon, parce que je vais peut-être décaler, moi, à chaque fois la perspective, parce que moi, on n'est pas en lien avec des clients chez Enfants de Mékong, on est une association. Enfin, si le client est roi pour beaucoup d'entre vous, peut-être, nous, c'est l'enfant pauvre et souffrant en Asie du Sud-Est qui l'est. Donc, c'est presque notre client, enfin, excusez-moi de cette expression, moi, j'aime pas trop ça, mais c'est l'enfant pauvre. Donc, le dirigeant, enfin, celui qui sert, il doit être garant de la vision, comme tu l'as dit, Frédéric. Notre vision, c'est qu'on croit que... Et c'est de la faire partager, de la rappeler sans cesse et de dire que l'enfant pauvre, pour nous, est le modèle de responsabilité de ces pays demain. Et il faut sans cesse le rappeler, l'animer, la partager. Donc moi, notre mission chez Enfants de Mékong, c'est de servir. Et ma mission, c'est de servir ceux qui servent. Voilà. Au niveau justement on voyait l'importance de se mettre au service. Frédéric, tu le disais, l'importance de mobiliser, d'embarquer concrètement des clés ou qui permettent justement chez Elior d'embarquer les collaborateurs peut-être dans cette quête. Il n'y a pas de grande théorie sur ces sujets. Je pense que c'est plus un comportement, une attitude, une façon d'être, une façon de parler, d'être en attention, d'être en écoute, d'être proche des équipes avec lesquelles on travaille. Il y a quand même, pour moi, quelques lignes de force. La première, pour embarquer un collectif, il faut déjà que chacun individuellement sache à quoi il sert. Une chaîne de service comme on la pratique, dans la restauration comme dans plein d'autres métiers, c'est un ensemble de maillons de chaîne et chacun a son rôle. Le maillon que je représente, il a le même poids que le maillon de l'employé qui est dans le restaurant et qui doit faire la plonge. On fait un métier de restauration et je le dis souvent aux équipes, il y a des moments clés dans notre service et le nettoyage de la vaisselle en est un. Si on a une plonge qui ne fonctionne pas dans un restaurant, vous ne faites pas fonctionner le restaurant, vous avez beau avoir la plus belle assiette, le plus beau service, le produit le plus goûteux, il y a un moment donné, si on a été défaillant sur ce service-là de nettoyage, on rate. Donc, c'est un des enjeux les plus durs aussi, que de s'assurer que du haut de l'échelle jusqu'au plongeur, jusqu'à l'employé dans le restaurant, jusqu'au cuisinier, chacun ait bien compris que s'il n'est pas là le jour J, s'il n'est pas focus le jour J, il fait rater le service.
Donc ça, c'est un premier point important. Après, pour mobiliser le collectif, au-delà de l'individu, je pense qu'il faut mettre en place tout ce qu'on peut faire pour faciliter la capacité d'initiative. J'ai la chance d'animer une entreprise en réseau. On a 750 restaurants partout sur le territoire. On ne peut pas être derrière chacun. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas au siège de la Tour Égée auquel tu faisais référence tout à l'heure, Marie-Louis, que toutes les initiatives vont venir. Et il faut donc mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faire monter en bottom-up le maximum et partager toutes les initiatives qui peuvent être faites et dans quelques domaines ce soit. Notamment, on a beaucoup travaillé sur le domaine de la RSE et on s'aperçoit qu'on fait un métier qui est sur lequel on peut mettre en place des choses extrêmement concrètes sur la RSE. Et ben, c'est dans les restaurants. Et donc, faire partager à toutes nos équipes toutes les initiatives qu'il peut y avoir, c'est un élément essentiel de la mobilisation du collectif. Partager les initiatives, c'est effectivement ce que dit et souligne PEC à travers le dessin à l'instant. Il y a un troisième élément qui va un peu aussi avec l'initiative, c'est de bien allier, de bien positionner le curseur confiance, responsabilisation. Je crois que il faut dans notre façon d'être, dans notre comportement, dans les initiatives qu'on mène, faire confiance. Alors ça a un corollaire, c'est qu'il faut donner le droit à l'erreur. Hein. Alors j'ai souvent l'habitude de dire on ne fait pas 3 fois la même erreur non plus, mais l'erreur, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui permet de faciliter l'initiative, c'est ce qui permet de donner confiance aux gens et de les responsabiliser. Et quand on gère 750 résidents, il faut que chacun soit responsabilisé. Encore une fois, ce n'est pas du siège que ça vient. Et pour faciliter ça, je pense qu'il y a des petites choses très concrètes qui peuvent être faites et que nous, on essaye de cultiver. Ce n'est pas toujours évident, notamment dans les périodes difficiles. C'est continuellement essayer de célébrer tous les succès, toutes les victoires. Et on a les grandes victoires, un grand dossier en développement qu'on vient de gagner, un beau dossier en rétention qu'on vient de re-signer. Mais il y a plein de petites victoires tous les jours dans les restaurants et il faut cultiver cet esprit auprès de nos responsables de restaurants de célébrer tous ces succès. Cultiver justement le succès, le territoire, les terrains. Justement, quelque part, le terrain, c'est souvent un peu le poteau noir tel qu'on l'imagine des dirigeants, qui est de se dire d'un moment ou à un autre de pouvoir être déconnecté justement du terrain, de la réalité. De ton côté, Guillaume, la France, l'Asie, le Mékong, il y a quelques milliers de kilomètres. Comment on fait justement pour rester bien enraciné dans son territoire, dans sa mission, auprès notamment des équipes et également des pauvres dont on a la mission et le service? Clairement, moi je suis à 10 000 km de mon terrain. Donc, je suis d'abord, la première chose, c'est que par nature, on ne peut pas être connecté totalement à la souffrance d'un enfant pauvre. Hein. Donc on est déconnecté. Non, mais c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas être connecté d'une souffrance qui est parfois impensable, d'un enfant d'un bidonville, d'un enfant qui sort de la prostitution. On ne peut pas être connecté totalement. La question, c'est qu'il y a des petites règles. Vous avez vu Itinéraire d'un enfant gâté ou pas? Moi, j'avais été très marqué par ce film avec Anconina et Bébel, et qui disait qu'il y a 2 règles pour réussir dans le business, apprendre à dire bonjour et ne jamais être étonné. Alors moi, je suis d'accord avec une des 2 règles. Apprendre à dire bonjour, je trouve que d'abord, pour ne pas être déconnecté, il ne faut pas être déconnecté de son équipe. Il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas un grand théoricien, je ne suis pas aussi brillant que Frédéric, mais je passe 1 heure par jour à dire bonjour aux équipes. Et en fait, on apprend tout là-dedans. On peut se dire que c'est de la perte de temps. Mais c'est incroyable à quel point l'Asie nous apprend à dire bonjour, à être dans l'être. Et on a déjà fait 90% de la journée. La deuxième chose, c'est d'aller tout le temps sur le terrain. Moi, ma mission, je suis enfant de Mékong, c'est pas de diriger, c'est d'aller visiter des familles. Je suis un travailleur social, en fait. Donc, je passe 30% de mon temps à aller sur le terrain, visiter des familles, dans des enfants qui vivent dans des camps de réfugiés, des cabanes en bambou. Et le principe, c'est d'écouter, écouter, 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 écouter. Voilà. Donc, apprendre à dire bonjour et écouter. Et quand on écoute mal, on se vautre. Alors, je vais vous donner une petite histoire. On s'est vautré un
un jour, nous, on envoie tous les ans des volontaires de solidarité internationale. C'est des Français qui vont servir 1 an les pauvres. Et puis, on avait envoyé un type super qui s'appelle François Xavier, qui était brillant agronome, et dans un petit village de Ban Techma au Cambodge. Et on lui avait dit écoute les besoins du terrain et réponds-y. Donc, il nous dit bah voilà, dans ce village, les gens partent en Thaïlande, qui était juste à côté, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, en parlant avec tous les villageois, on va mettre en place des potagers domestiques, parce qu'il y avait un vieux temple, comme les temples d'Angkor, mais en ruine, où il y avait des douves, on pouvait profiter de cette bonne terre arable. Et voilà. Donc, il met en place pendant 2 ans des potagers magnifiques. C'était vraiment le blond, quoi. C'était nickel. Chaque famille avait son village, alors que les potagers étaient presque plus beaux que les maisons. Et puis, il se dit au bout de 2 ans, même, the job is done, je rentre à la maison. Et 2 mois après, il n'y avait plus de potager. Voilà. Et 8 ans après, sont réapparus les potagers. Donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est qu'on a mal écouté. C'est que les potagers, c'était une bonne idée, mais on avait fait pousser des tomates et des pommes de terre. Ça, c'est le désir occidental. Sauf que là-bas, ils voulaient de la citronnelle et des piments. Voilà. C'est clair. Justement, dans cette écoute, est-ce qu'il y a, justement, en tant que dirigeant, des retours des équipes, des retours justement du parrain, la question elle est pour toi, qui ont permis justement, j'allais dire, non pas d'infléchir, mais de reconsidérer des décisions ou des orientations peut-être qui étaient à l'ordre du jour et qui ont été amendées sur la base de retours clients ou des équipes? Non, on n'a pas de clients, Malou. Si, oui. Un client pauvre. Mais on a des enfants pauvres. Bah ouais, on se vote toute la journée et l'objectif c'est de vous dire qu'Enfants du Mékong c'est une sale expérience. Oui, j'ai repensé à ce que tu disais. Un jour au Cambodge, je vous parle encore du Cambodge, en 2016, nous on a des centres de soutien scolaire pour accueillir des enfants très pauvres. On les accompagne, on les prend en charge, on essaie de soigner leurs blessures et puis les accompagner le plus loin possible dans leurs études. Et au Cambodge, il y a 2 baccalauréats au ministère de l'Éducation. Il y a un baccalauréat national et un baccalauréat enfant du Mékong. Donc j'y peux rien parce que c'est noté dans les tablettes du gouvernement. Et la seule différence, c'était la notion de corruption et d'achat du diplôme. Voilà. On a des pays où il y a beaucoup de corruption. Et un jour, nous, donc on surveille, on n'achète pas le diplôme chez nous. Donc voilà. Et en 2016, dans notre centre de Sisopon, où on a un type qui est parti 1 an comme volontaire et puis qui y est depuis 25 ans, et été nationalisé cambodgien. Donc il est donné, quoi. Il nous appelle, il nous dit on a 100% au bac. Alors on lui dit c'est canon, bravo Martin, c'est vraiment génial et tout. Et il dit mais les gars, vous n'avez pas compris, en fait, on s'est vautré, quoi. Donc, je vais vous dire mais pourquoi on s'est vautré? Il dit parce que ça veut dire qu'on n'a pas aidé les plus pauvres. Des trucs comme ça, on l'a toute la journée. Donc, on peut arriver dans notre petite, en région parisienne à se dire c'est super, on a de l'impact, mais en fait l'impact il n'est pas là. Il nous a dit plus loin, plus pauvre, plus loin, plus pauvre, plus loin, plus pauvre. On n'est pas là pour faire 100%. On est là pour aider ceux qui sont même pas capables parfois de tenir un crayon. Et d'avoir 100%, ça veut dire qu'on n'est pas assez à l'écoute. L'importance du feedback, on le voit dans cet exemple. Forcément, c'est une caricature. Tu as parlé de la défense, Frédéric. Comment on fait pour justement picouser son organisation, peut-être son premier cercle? Comment on fait pour picouser à cette écoute, à cette proximité du client, du collaborateur, des membres de COMEX, des membres de CODIR? Est-ce que tu as des astuces comme ça à sens inverse? Peut-être que nos adhérents se diront tiens, je vais essayer d'alpaguer mon CODIR ou mon COMEX pour le sensibiliser à la proximité du client. Oui, bien sûr. La première chose, c'est qu'on fait un métier de service que tout le monde a à un moment pratiqué. Chacun a fait un peu de cuisine chez soi. Mais tout le monde n'a pas fait la cuisine pour 500, 600, 800, 1000 ou 2000 personnes dans un service à servir en 1 heure. Et donc, de quelque univers qu'on vient, tous les entrants chez Elior passent par
une intégration terrain, pour les comprendre ce que font nos équipes. Ils prennent les postes de production, de découpe des légumes, de nettoyage, je l'évoquais tout à l'heure, de cuisson, de service, pour comprendre exactement ce qui est la matière, du métier de restaurateur. Et ce, qu'on soit destiné à avoir des fonctions très opérationnelles qui vont être vraiment très en lien avec bien sûr ces personnes-là, ces collaborateurs-là, ou qu'on soit, et c'est parfois encore plus important, fonction support, c'est-à-dire des gens qui vont être amenés à être en lien avec ces gens-là, mais jamais en management direct, mais pour que tous les schémas de décision qui se prennent plus tard prennent bien en compte ce sujet-là. Après, c'est important aussi qu'on reste connecté au comité de direction. Et c'est vrai qu'on a pris l'initiative, avec Cécile notamment, que vous verrez tout à l'heure, d'ouvrir une fenêtre au comité de direction. C'est une fois par mois, on ouvre une fenêtre, ça prend une petite demi-heure, où on déconnecte de nos sujets classiques et où on fait rentrer nos hommes et nos clients. Et donc ça passe par une analyse, une lecture, on va dire, de ce qui a pu se passer, des principaux événements marquants, de retour de nos convives, puisque aujourd'hui on a des systèmes d'application où on peut évaluer un regard sur les verbatims, et puis aussi les plans d'action qu'on a pu initier et qui peuvent être ensuite partagés. Au comité de direction figurent les patrons opérationnels qui derrière peuvent partager ces éléments. Pour moi, ça fait partie des choses importantes. Après, il y a ce qu'on fait tous les jours. Et c'est vrai que je donne souvent l'exemple de comment on se rend compte de la réclamation. Alors, moi, j'ai eu des fonctions avant d'être l'animateur de ce périmètre. J'ai eu des fonctions très opérationnelles. Et je sais que la première chose que je faisais quand je rentrais dans un restaurant, c'était de commencer par la sortie et d'aller lire le cahier de réclamation. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus, hein, puisque maintenant tout se fait sur application. Mais je commençais et je regardais un peu les échanges qu'il pouvait y avoir, les remarques qu'il pouvait y avoir de la part des convives. Alors, des fois, c'est assez fleuri, hein, ce qu'on trouve sur le cahier de réclamation. Mais en tout cas, on y trouve le bon indice de ce qui se passe sur le restaurant, de la façon dont l'équipe prend en compte les remarques convives. Et puis, il y a une forme d'exemplarité aussi dans la façon dont on interagit avec nos équipes quand on va sur le terrain. Aujourd'hui, j'y vais moins que je n'y suis allé, mais je continue d'y aller. Et je dis souvent aux équipes qui sont en charge de faire ce travail-là, de présence quotidienne, on ne peut pas aller dans un restaurant, regarder le fonctionnement d'un service pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, sans avoir au minimum, au moment où on part, une remarque critique positive et une critique, un point à améliorer, à donner à notre équipe. Et ça, c'est pas évident parce que souvent, on n'est pas, voilà, c'est pas facile d'aller voir un chef en disant ce que tu as fait là, c'est vraiment pas bon, hein, parce que probablement qu'on serait pas capable de le faire soi-même. Et pourtant, il faut oser le faire. Je donne souvent l'exemple, on en parlait la semaine dernière. Et une de mes premières expériences, moi, j'avais quelques jours de métier. Et je suis arrivé dans un restaurant, il y avait vraiment un légume, un brocoli, mais c'était visuellement juste impossible de le manger. Et je le voyais au service et je voyais bien que ça ne pouvait pas plaire. Parce que si ça ne me plaisait pas à moi, je ne voyais pas pourquoi ça plairait à d'autres. Et je suis allé voir le chef discrètement quand même pour lui dire, mais voilà, moi je viens d'arriver, mais c'est pas possible, vous en vendez pas ça. Il me dit non, c'est vrai. Je dis, ben vous jetez-le, ça sert à rien. Et le type me dit, mais pas possible, je vais pas jeter, c'est de la dépense, et c'est comme jeter de l'argent à la poubelle. Je dis, mais personne ne va l'acheter, donc de toute façon, sortez-le, et voilà. Et il faut avoir un peu de courage aussi vis-à-vis du terrain, et ils attendent ça, et je me suis rendu compte ce jour-là qu'en fait, la remarque négative ou la remarque positive, elle était très, très attendue de la part de nos équipes. Et les équipes terrain, elles attendent aussi cet esprit critique. Il ne faut pas toujours que ce soit négatif. Cet esprit critique pour être embarqué et puis sentir que les dirigeants sont connectés.
être sur le terrain, être une éponge, finalement, ça peut générer un petit peu de situation de stress permanente. Du coup, comment un dirigeant va prendre du recul, peut-être par rapport à l'intensité auquel il peut être soumis quotidiennement, Guillaume, pour un public qui lui aussi est régulièrement soumis à quelques tensions? Alors, moi, je n'ai pas l'impression de faire un métier. Hein. Je fais des choses qui me passionnent. C'est une mission. Je crois qu'on parle d'entreprise à mission. Moi, je fais un métier à mission. Je ne sais pas si je fais un métier, mais je fais une mission. J'avais une personne qui travaillait avec moi qui m'a dit, une permanente, qui me disait, je suis salarié la journée et bénévole et le soir et le week-end, et c'est ça que j'aime, quoi. Donc, c'est sûr, c'est compliqué. Hein. Il faut, voilà. Je peux raconter une histoire ou pas? Tu peux. Moi, la première fois que j'ai découvert le terrain, enfin avec Enfants du Mékong, c'était en 2011. Je venais d'arriver là-bas et j'ai commencé par le bidonville de Navotas à Manille. Et c'était une des expériences qui m'a le plus marqué. Forcément, c'est la première. Navotas, c'est 1 million a priori, parce qu'on ne sait pas, de personnes qui vivent dans un bidonville, dans des situations, une avancée de déchets. C'est les bateaux poubelles de la mégalopole de 22 millions d'habitants. Donc, qui vivent sur des déchets flottants. Oui. Donc, c'est sûr que les sens sont un peu saisis, hein, le nez, les yeux, tout. Voilà. Et la première fois que j'arrive là-dedans, moi, j'étais avec ma présidente, et elle tombe dans les pommes. Et tout bim. Je me dis, bah, ça commence bien. Et là, je vois un petit jeune qui arrive, il avait un short Adidas, il était torse nu, et puis il avait des traces de charbon de bois, parce qu'ils vendent du bois, ils vendent du charbon de bois pour se gagner quelques pesos. Un gars de 14 ans qui avait un short trop grand, pieds nus, puis il se précipite sur moi, était dans le bidonville. Hein. Et là, je lui dis, OK, hello, how are you, what's your name, voilà. Il me dit, OK, je m'appelle Jérémy. Et puis, avant même que je lui pose la moindre question, il me chope par le t-shirt, là, il me dit, il me regarde dans les yeux et il me dit, tu sais, je suis pas plus malheureux que toi. Je suis pas plus malheureux que toi. Je suis pas plus malheureux que toi. Et il me disait ça 3 fois. Et en fait, qu'est-ce que moi j'ai compris, hein, parce que Jérémy, il n'avait rien, quoi. Ses parents l'avaient abandonné. C'est de dire, d'abord, on est tous fragiles. Et si tu es juste là pour venir me visiter 3 minutes, dégage. Il m'a dit, on est tous fragiles. Après, on a beaucoup discuté, etc. Donc, dire plein de fois, c'est de dire, moi, je ne sais pas faire, quoi. Et la deuxième chose, c'est la notion de réussite. Moi, je trouve que c'est important. Quels sont nos indicateurs de réussite? Alors, pardon, parce que j'ai peut-être été un peu décalé par rapport au profit, une entreprise qui doit faire du profit. Quand vous regardez le bidonville de Navotas, quand on a une association caritative, on se dit, mais on a envie de sauver Navotas. Mais ce n'est pas Enfants du Mékong qui va sauver le bidonville de Navotas. C'est faux, et on n'est pas là pour un projet, on est là pour un bonhomme, quoi. Et en fait, de comprendre que d'abord, on va commencer par Jérémy, c'est la théorie des petits pas. Jérémy, donc c'est depuis 2011, hein, aujourd'hui, il est ingénieur en mécanique. Et on a commencé d'abord par Jérémy, quoi. Voilà. Donc c'est de commencer finalement petit pour essayer de se dire, on va essayer d'allumer des petites bougies pour que ces espèces d'enfer puissent voir des horizons possibles. Mais c'est d'être réaliste, avec des objectifs atteignables. Pardon, j'essaie de prendre des termes un peu corporate, mais moi je suis plus trop dedans. Mais de se révéler fragile et de commencer pour nous sur l'enfant pauvre. Et c'est pas nous qui allons régler le problème de la pauvreté dans le monde, c'est clair que non. Par contre, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour Jérémy? Donc des Jérémy, on en a 24 000 nous aujourd'hui. Voilà. Merci Guillaume. Justement, cette vulnérabilité, on a pu la partager au moment de notre échange. Et ce que vous disiez l'un et l'autre, c'est que justement, quelque part, accepter sa vulnérabilité, surtout en période de crise et d'incertitude, c'est aussi un gage fait à l'ensemble des équipes du fait que le dirigeant est lucide sur la situation et que justement, ça vient renforcer ce leadership et qu'effectivement, l'absence de certitude ne nuit pas, bien au contraire. Peut-être juste une dernière question pour vous deux avant de basculer dans le temps de questions-réponses. On sait malheureusement aujourd'hui que notamment les jeunes fuient le management, fuient l'accompagnement des équipes. En tout cas, c'est ce que nous disent toutes les études. Vous, en tant que manager, en tant que dirigeant, quels sont justement les tips
que vous donneriez, que vous offririez justement à des personnes qui hésiteraient à prendre ce service justement des hommes dans les organisations? Je commence. Le premier point, c'est presque, pour moi, enfin, c'est presque pratiquement le plus important, c'est prends du plaisir. Prends du plaisir. Prends du plaisir dans ton métier, prends du plaisir à être avec les gens, aime les gens. Voilà, moi je parle toute proportion gardée avec les superbes expériences que tu nous racontes, mais c'est vrai que ça démarre de l'attention qu'on porte à l'individu. On est dans des grandes organisations, il y a plein de collaborateurs. Chacun doit se sentir dans une relation personnelle et ça, on ne le transmet que si on prend du plaisir et qu'on aime les gens. Il faut être authentique. Tu évoquais la vulnérabilité, c'est un point. Enfin, voilà, c'est savoir montrer sa vulnérabilité, c'est savoir dire qu'on ne sait pas tout, et c'est quelque part, pour moi, réassurer le collaborateur. Voilà, on est là avec ses qualités et ses défauts, et je pense que ça crée le lien nécessaire pour embarquer et pour faire tout ce qu'on a à faire quand on est manager. Prendre du plaisir, être authentique, être régulier. Et voilà, il ne faut pas se prendre la tête. C'est vrai qu'on se dit, waouh, il faut que j'endosse un rôle. Si je suis manager demain, il va falloir que je prenne une posture. Mais non, on est soi-même. On prend les choses comme elles viennent. Il faut rester hyper régulier dans son comportement. Les sautes d'humeur, évidemment, tout ça a vocation à inquiéter, et qu'on soit client ou qu'on soit collaborateur. Donc pour moi, ça c'est important. Et puis j'ai envie de dire qu'il faut avoir toujours en tête le bon facteur performance-bienveillance. Performance 0, bienveillance 100%, 0 par 100, ça a toujours donné 0. Et performance 100%, bienveillance 0%, 100 par 0, ça a toujours donné 0. Et donc autant faire 0-0. Et voilà. Donc, donc il faut trouver ce bon équilibre. Et ça passe par c'est pas forcément un management de bisounours, hein, dont je suis en train de parler. Hein, il faut sûrement des fois avoir un management, je dirais, radical dans le bon sens du terme, c'est-à-dire savoir faire des choix, savoir décider, savoir avancer, savoir tenir un tempo, mais jamais brutal. Merci beaucoup, Frédéric. Guillaume, même modestement, même humblement. Quand on s'occupe des pauvres, nous on a plein de jeunes qui partent, et on a plein de jeunes à qui on confie le soin de sauver des vies, en fait. Et moi, la question toujours qu'on a, c'est suis-je légitime pour y aller? Je me pose cette question aussi à moi. Et je trouve qu'on a de plus en plus de cette question avec des jeunes. Et la légitimité, je pense que d'abord de les rassurer, de dire moi je ne sais pas si je suis légitime, mais c'est pas à moi de me poser cette question, parce qu'elle m'est confiée par un conseil d'administration, une assoce et pas d'actionnaire, et des conseils d'administration bénévoles. Et c'est mon conseil qui me confie cette légitimité, en fait. Donc d'abord de dire à tous les jeunes qu'on envoie sur le terrain ou à nos équipes, c'est de dire cette légitimité, tu ne dois pas te prendre la tête là-dessus, elle t'est confiée. Donc si tu te vautres, c'est d'abord moi qui me suis vautré, quoi. Et on voit de plus en plus de jeunes qui se posent cette question de dire suis-je légitime, suis-je légitime? Soit personne l'est, soit tout le monde l'est, mais en tout cas on te l'a confié, donc vas-y. Et la deuxième chose, c'est la notion de risque. Je pense qu'on est dans un monde, moi je le trouve de plus en plus juridique. Même nos organisations humanitaires, parfois on a cette forme de conformité où moi parfois je trouve ça un peu rude, parce que le risque pour le pauvre est amoindri. Alors on fait gaffe, on essaie de gérer aussi presque aussi bien que vous, nos organisations. Mais si on prend un risque devant un jeune, alors il est prêt à nous suivre partout, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, je voyais l'affiche qui vous a été offerte. Tu insistes bien là-dessus. C'est pas Enfants du Mékong qui met de l'argent sur ces affiches. En l'occurrence, c'est JC Decaux. Je crois que Thomas est dans la salle. Donc, merci à lui. Et du coup, je rebondis. Pourquoi ? Parce que c'est le petit prince de Saint-Ex. Et lors de nos échanges, nous était revenue cette phrase de Saint-Exupéry qui était aimez ce que vous commandez, mais sans leur dire. Voilà, à méditer. Du coup, ce que je vous propose, c'est que déjà, on remercie nos deux invités. Et puis que nous prenions quelques questions dans la salle. Et bonjour et bienvenue Joël parmi nous. Il y a aussi peut-être une question ou des questions sur la plateforme. N'hésitez pas à lever la main, vous rappelez comment ça se passe. On lève la main, vous donne un micro, vous parlez bien dans le micro pour pouvoir être entendu également sur la plateforme. Alors, le but, effectivement, c'est pas de tous lever la main en même temps, et je vous en remercie. Sur la plateforme, une question, au moins, on peut prendre au moins une question sur la plateforme. Du coup, juste devant. Merci beaucoup, Florence. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on vous apporte le micro. Merci Florence. Ouais. Bonjour. Alors nous avons une question de Virginie pour Frédéric qui demande si chez Elior les réclamations sont partagées avec les collaborateurs et si oui, à quelle fréquence et par quels moyens ou sur quel canal ? Oui, ça marche, on t'entend. Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure avec ma petite histoire sur les cahiers de réclamation. Aujourd'hui, le canal principal pour les réclamations, c'est l'application que nous avons mis en place il y a quelques années, qui s'appelle TimeChef, et qui permet à chaque convive d'avoir accès évidemment à toutes les informations dont il a besoin et de porter un certain nombre de réclamations qui sont ensuite gérées en local par le responsable du restaurant, et donc là lui est en charge évidemment de le partager avec ses collaborateurs. Et puis comme je l'évoquais tout à l'heure, on est en train de mettre en place maintenant des systèmes, c'est assez récent maintenant, tout neuf, pour capter tous ces verbatims et ces réclamations, et puis d'essayer d'en tirer, je dirais, des plans d'action plus globaux qui puissent être partagés plus largement. Et donc on a aujourd'hui un système d'analyse de ces datas qui nous permet de retirer des grandes tendances de nos zones de progrès. Merci Florence, merci Frédéric. Hop, une question. Merci. Juste de bien parler dans le micro. Voilà. Bonjour, Adeline Fédrézy, Société Green Conseil. Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé. Et je voulais vous partager une information avant de poser ma question. Je suis accompagnée, c'est le hasard, d'étudiants en Master 2 en management de la relation client en apprentissage depuis 1, 2, 3 ans. Et je leur ai posé la question parce que ce sont des jeunes. Et j'ai pensé à vous, monsieur Daboville, à vous, monsieur, Frédéric. Pardonnez-moi. Et en fait, vous êtes légitime et vous donnez envie. Je voulais vous le partager parce que les jeunes, ils sont intransigeants et voilà. Donc vous êtes légitime, vous donnez envie l'un et l'autre avec deux parcours tellement différents. Je voulais vous le partager. Et j'ai une question. Il y a un sujet qu'on enseigne en cours et qu'on essaye de mettre en pratique au quotidien, c'est la symétrie des attentions. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, la place de l'homme, ça m'a interpellée que ce sujet ne soit pas revenu. C'est-à-dire, peut-être que c'est plus compliqué à évoquer avec Enfants du Mékong, quoique, mais accorder la même attention à ses collaborateurs que celle que l'on souhaite accorder et faire accorder à ses clients ou à ses bénéficiaires est un vrai sujet aujourd'hui qui donne de la légitimité, du sens, je pense, et vous n'en avez pas du tout parlé. Alors, ça m'a interpellée, je vous interroge. Je pense que dans le replay, on le verra. Notamment, je crois que Frédéric, tu évoquais tout à l'heure la satisfaction du collaborateur, la satisfaction du client qui doivent aller de pair. De renverser la pyramide, en fait, de se dire que le premier levier, c'est le bien-être du collaborateur, qui, lui, va engendrer la satisfaction client, et qui, au final, normalement, si tout est bien aligné, donnera la performance de l'entreprise, et que notre rôle de dirigeant et d'équipe dirigeante, de comité de direction, c'est pas le sujet d'un homme. C'est vraiment d'être focus, non pas forcément sur le résultat, mais sur les conditions d'atteinte de ce résultat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc l'homme, le bien-être du collaborateur est au centre. En fait,
J'ai entendu ce que vous avez dit, et ça illustrait parfaitement le propos, mais parfois il est important, je crois, de mettre des mots sur des concepts et des réalités, tout comme de dire on va gérer les problèmes ou les dysfonctionnements. En fait, on va gérer les réclamations des clients. Et donc, ce terme est ce qui est devenu aujourd'hui un champ managérial, finalement. Voilà, j'insistais parce que je crois que vous n'avez pas prononcé, par contre, ce terme-là. C'est pour ça que je venais vous titiller un petit peu, j'avoue. Mais promis, il y a une liste qui est très très longue, mais on pourra parler de symétrie des attentions. D'ailleurs, les copains de l'Académie du service, je crois, sont dans l'Assemblée. Du coup, Guillaume, en complément. Ouais. Je vous réponds en 1 minute, pardon, parce que si j'en ai pas parlé. D'abord, je vous invite à déjeuner, c'est pas aussi bon que chez Elior. Mais vous verrez, la meilleure façon, c'est venez et voyez, il y a du riz, il faut aimer le riz chez nous. Voilà. Et vous verrez, il y a une qualité d'engagement que je trouve dingue. Parce que c'est le terrain qui nourrit l'engagement. Je vous témoigne juste d'un mini truc qu'on a fait pendant le Covid, pendant le confinement. Justement, pour faire la symétrie des intentions. Des attentions. Des attentions, pardon. Des experts que tu en fasses. Ah, pardon, excusez-moi. Et à un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour la France ? On s'est dit, on va envoyer un message à tous les donateurs et tous les parrains, donc une association de parrainage d'enfants, pour savoir s'ils vont bien et s'ils vont pas bien, et qu'ils nous le disent. Et puis on les appellera. Alors, c'était quelqu'un de mon équipe qui a proposé ça. Je dis, bon, ouais, c'est franchement un vœu pieux. 72 heures après, on a eu 550 emails, voilà, qui nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous appeler ? J'ai trouvé ça extraordinaire. Si vous avez la journée, je pourrais vous raconter 2-3 histoires. S'il y a des... Mais pour les étudiantes, on vous versera le RIB comme convenu tout à l'heure, pour la sincérité. S'il y a d'autres... une dernière question peut-être. Catherine, merci. Puis ensuite, on basculera dans un second temps. Merci Catherine. Catherine Rucki, donc une question pour Guillaume. Tu as évoqué plusieurs fois le fait que ce que vous entreprenez, c'est compliqué. J'imagine que de temps en temps, il y a des gens qui sont découragés, des gens avec qui tu travailles. Comment tu fais pour redonner du sens ? Mais ça peut être aussi une question pour Frédéric. C'est ce qu'attendent, je pense, beaucoup les jeunes, hein, le sens. Comment vous faites pour réalimenter le sens dans ce monde qui, probablement, en a de moins en moins ? Ah, waouh. En fait, on n'est jamais découragé, Catherine, parce que... Pardon, on se connaît. Parce que, en fait, l'Asie est résiliente. Le Covid, ils ont dit, c'est une crise de plus. Je vais raconter une histoire. Père Castor. 8 novembre 2013, il y a eu un typhon. Pardon, je pense évidemment au séisme qui se passe en ce moment, mais il y a eu un des plus gros typhons enregistrés sur les côtes terrestres. Il s'appelait le typhon Haiyan aux Philippines. Presque aussi dévastateur que ce qui se passe en ce moment en Turquie et aux Philippines. Et il y a une équipe du génie civil français qui est partie. Nous, on a reconstruit 2300 maisons, etc. Il y a une équipe du génie civil français qui est partie là-bas. Et j'ai rencontré le colonel qui dirigeait ce régiment. Il m'a dit, j'ai 35 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça, qu'est-ce qui se passe ? On est venu, ils avaient déjà, toute la population, tous les villageois avaient déjà nettoyé la zone par eux-mêmes. En fait, on ne peut pas te décourager quand on est en face de personnes qui sont résilientes. Nous, on est au service d'Asiatiques qui, en tout cas, ne montrent jamais qu'ils sont découragés. Et c'est une histoire d'amitié fidèle, en fait. Voilà. Mais je n'ai pas la réponse. Je pensais qu'on resterait sur cette belle histoire. Il va falloir que tu t'y colles. Oui, il y a forcément des moments de découragement individuels. Et c'est la force du collectif qui fait qu'on arrive à emporter les gens. Moi, je crois à ça. Je peux vous dire que la société de restauration, c'est vrai pour Elior, c'est vrai pour tout notre marché. On a vraiment pris très très cher au moment de la crise Covid. Et puis c'est pas juste l'histoire du confinement ou la crise Covid, c'est tout ce qui a été tout ce qui s'est enchaîné derrière et qui a mis à mal, vraiment mis à mal, notamment, je dirais, le middle management. Parce que ceux qui sont au contact direct du quotidien, il y a un moment, il y a cette forme de résilience. De toute façon, à 11h30, le restaurant, il ouvre. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, on y est, il faut y aller. Voilà. Le middle management
a beaucoup souffert. Et là, c'est d'envoyer du collectif, c'est d'envoyer du positif, c'est aussi d'envoyer des signaux comme quoi ce métier qui était vieillissant a subi une crise majeure et que maintenant c'est les opportunités qui l'emportent sur les difficultés qu'on vit. Et donc c'est de donner que des signaux d'opportunités, de transformation et d'évolution personnelle après pour chacun. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais en tout cas on s'y attelle et on est encore dedans, hein. On est encore dedans. Plein d'espoir. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous deux de vous être prêtés à cet échange. Hop.